Euh, Bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle activité de l'Association des prisonniers politiques chiliens. Bon, on sait que vous avez été très sollicité ces dernières années à cause de tous les événements qui ont eu pour les 50 ans. Qu'est-ce qu'on va dire, anniversaire des coups d'État. Et donc, merci d'avoir venu ici. Et on reprend les activités. Alors, pour l'association des prisonniers politiques, ce que nous allons présenter aujourd'hui, le livre des mouvements sociaux au Chili 1973-1993, ça correspond à une première initiative qui ouvre un cycle sur une réflexion sur la résistance. La résistance pendant les coups d'État, pendant la dictature et pendant les 30 ans qui ont suivi. Et on va essayer d'organiser une série d'événements. Et donc, dans ce cycle-là, une première activité, c'est celle d'aujourd'hui. Alors, nous présentons le livre Les mouvements sociaux au Chili 1973-1993 des auteurs Patrick Guijoda, qui nous sont rendus de sa présence, et de Pierre Mouter. Alors, Pierre Guijoda, c'est surtout un militant associatif qui a été engagé dans la solidarité avec les Chili dès 1973 et après avec la solidarité de tous les pays d'Amérique latine qui sont suivis, toutes les dictatures qui sont suivies au coup d'État au Chili. Dans son activité solidaire, Patrick il a été au Chili plusieurs fois pendant la dictature, les années 80 surtout, et après, oui. Et donc, fruit de ces rencontres, de ces discussions, de ces analyses, il a travaillé, c'est ce qu'il va nous présenter aujourd'hui, son livre qui a été édité en 1993, au Chili et en France. Alors, le livre, il a eu une première édition en 1993, comme je disais, c'est-à-dire il y a 30 ans. La question qui se pose évidemment, c'est est-ce qu'il y a un intérêt de présenter un travail qui a été fait il y a 30 ans, en sachant que la société chilienne, il a changé énormément depuis. Déjà, il avait changé depuis 1973 à 1993, et depuis 1993 à 2023, il a changé encore plus. Mais justement, l'importance du travail, et c'est ce que nous présente Patrick et Pierre dans son livre, c'est justement qu'il nous parle de que, malgré le fait que les changements sont très visibles, il y a des constantes, et il y a des choses qu'il faut analyser, approfondir, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Chili. Parce que l'idée, c'est de comprendre la situation actuelle au Chili. Au Chili et ailleurs, on a une idée qui est répandue dans les médias officiels et officieux, institutionnels, qui ont dit que c'est ce qui a été fait pendant la dictature, pendant les 17 ans, la construction d'un modèle politique et économique, c'est quelque chose qui est immuable. C'est-à-dire que c'est quelque chose que, ça y est, c'est fait, et il n'y a rien à faire. On ne peut pas changer. Et donc, c'est un discours qui appelle justement à
à l'accepter telle qu'elle est et à baisser les bras. C'est-à-dire pour toute initiative pour essayer de les changer ou de les qu'on s'appelle détruire. Et le livre de Patrick nous incite à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, justement ces constructions que la dictature il a fait des modèles économiques et sociaux qu'il a fait pendant les 17 ans et qui a été renforcé après avec les années de la concertation pour essayer de comprendre un peu où se situent les différents acteurs et les différents secteurs dans cette Chili. Au Chili, il y a eu, en parlant des mouvements sociaux, il y a eu depuis les 7 derniers 40 ans 2 moments très particuliers. Les premières, c'était les années 80, où il y a eu ce qu'on appelle les journées des protestants, que c'était des journées où les différents secteurs sociaux, les différents mouvements sociaux, partout dans les pays, ils se sont mobilisés massivement pour essayer de mettre en échec la dictature. Et ça a duré 3 ans quand même, et ça a mobilisé presque tous les territoires, dans tous les territoires du pays, il y a eu des expressions de cette protestation. Et deuxième, c'était il n'y a pas longtemps, en 2019, pour el estallido. Il y a eu aussi, pareil, une mobilisation massive qui aussi, comme ça s'appelle, il s'est répandu par tous les territoires chiliens, par toutes les villes, les petites villes, les secteurs sociaux, les étudiants, les travailleurs, les chômeurs, enfin tout le monde a participé. Alors la question c'est que dans les 2 cas, ces grands mouvements sociaux qui sont quelque part questionnés, mis à l'épreuve, les pouvoirs, les résultats, c'est dans les premiers cas, de la protesta, ça a donné à un gouvernement de transition gouverné par Patricio Aylwin, qui c'était un des promoteurs, paradoxalement, des coups d'État. Et il a donné, en plus, il a ouvert la voie à cette transition vers une démocratie qui dure jusqu'aujourd'hui. Et dans les 2 cas, on sait déjà, ça a donné pour un processus constitutionnel où les mouvements sociaux ils ont revendiqué une place importante dans ce processus, mais à la fin, ils ont été écartés et c'est la classe politique qui a pris son pouvoir sur ce processus et il a écarté tout le monde. Donc, ces 2 exemples peuvent nous faire croire que effectivement, rien ne peut changer dans ce qui passe au Chili depuis la dictature, de ce qui s'est été construit. Et justement, je laisse la place à Patrick pour nous expliquer que non, qu'il y a une série de mécanismes, il y a des acteurs, et surtout les mouvements sociaux qui sont, malgré tout, ils ont une énorme capacité de contestation et qui sont vivants et que ça peut permettre de changer des choses. Alors, la question c'est de nous questionner, nous, quelles sont les faiblesses, quels sont les atouts de ces mots. Je laisse la parole à Patrick. Bonjour à vous. Bon, ça va être assez rapide parce que il a repris une partie de... non, mais c'est très bien en plus. Ça va dans le sens de ce que je voulais dire, c'est-à-dire que l'éditeur qui nous a contactés pour éditer le livre une 2e fois en France, et de la même manière au Chili, ils l'ont fait pour de bonnes raisons. C'est qu'ils se sont dit, ce qui s'est passé sous la dictature,
explique en partie les événements qui ont lieu actuellement au Chili, enfin depuis 2019 grosso modo. Et c'était ça qu'ils voulaient faire, et c'est pour ça qu'ils ont voulu, ils ont demandé, on n'a même pas eu besoin de demander, aussi bien au Chili qu'en France, à rééditer ce livre-là. Donc, et ce que je vais essayer de montrer, si possible, c'est en quoi les événements qui sont passés par la dictature, ils permettent de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle au Chili. Et y compris à la fin, je ferai un parallèle, y compris avec d'autres pays d'Amérique latine, où on a des situations à peu près analogues. Enfin, je ne dis pas exactement identiques parce qu'il n'y a rien qui correspond exactement, mais des situations à peu près analogues, on va retrouver des points communs avec ce qui se passe actuellement au Chili. Alors d'abord, au Chili, il y a eu 3 périodes, pour moi, dans la dictature. La première, ça va de 73-75, où il s'agit avant tout, par le coup d'État, d'axer la politique de la dictature sur la répression. C'est-à-dire qu'on réprime, on casse la gauche, les organisations sociales, et en même temps, il y a un recul social extrêmement important, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, la création du plan d'emploi minimum en 1974, où les gens étaient payés au tiers du salaire minimum, qui n'était déjà pas élevé. Donc, toutes ces séries de dégradations des conditions sociales de vie, qui sont un des projets politiques, au départ, de la dictature. Après, il va y avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait après. Il y a eu dans la dictature 2 courants. Il y a un courant réellement néolibéral, qu'on appelle maintenant néolibéral, et un courant qui était porté par le général de l'aviation, le général Ley, qui lui était plus sur une dynamique à l'espagnol, franquiste, corporatiste, etc. Et il va être évincé, et à partir de 75-76, il y a l'arrivée des néolibéraux dans les ministères, d'ailleurs, vous le voyez partout, dans le ministère de l'économie, dans les finances, entourage de Pinochet, etc. Milton Friedman, qui est représentant de l'école de Chicago, fait des descentes régulières au Chili. Et il y en a un personnage dont on parle moins, mais qui a à mon avis beaucoup plus important, c'est Hayek, qui fait partie de l'école autrichienne, qui lui est un grand ponte du néolibéralisme et qui travaille aussi bien sur les questions économiques que sur les questions politiques, et qui donnera, y compris une interview à Ed Mercurio, où il dit clairement qu'il préfère une dictature libérale à une démocratie qui n'est pas suffisamment. Donc il va participer directement avec Guzman à l'élaboration de la Constitution de 80. Ça c'est important parce que c'est dans ce regroupement des néolibéraux économiques et y compris des néolibéraux, si on peut dire politiques, avec Hayek, qu'il va y avoir un projet politique extrêmement bien construit de la part de la dictature et qui va être l'héritage qui va être légué à la démocratie après 89. Alors, et ça, je crois que c'est super important parce qu'il va y avoir donc le virage néolibéral classique avec la privatisation. Je sais pas, on est passé de 596 entreprises publiques en 73 à 48 en 83. C'est pour vous donner à peu près l'idée de la privatisation massive qu'il y a pu y avoir au niveau des entreprises. Il y a eu le plan laboral que vous connaissez tous, c'est-à-dire la réforme du Code du travail en 79. Il y a toute une série de la création des AFP, à l'exception des carabiniers et des militaires d'ailleurs, parce qu'il faut préciser que les AFP c'est bien pour tout le monde, sauf pour eux. Mais il y a toute une série de mesures économiques dont on entend parler à l'heure actuelle, encore en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. On vous parle des fonds de pension, on vous parle de le code du travail est trop rigide pour les entreprises, etc. C'est le même discours. Hein. La différence, c'est qu'au Chili, il a été expérimenté de manière très brutale et rapide. Et ça, c'est intéressant à voir parce qu'il y a une continuité après. C'est-à-dire comment on fait pour que ces mesures-là soient entérinées. Et là, il y a eu la question de la Constitution. En 1980, quand ils ont mis en place, élaboré la Constitution, donc celle que vous connaissez à l'heure actuelle, il y a eu plusieurs trucs dedans qui étaient inscrits. Ce n'était pas uniquement le mode de gestion des assemblées, l'Assemblée nationale, tout ce que l'on veut, c'est pas ça uniquement. Il y a dedans le fait que soient inscrits constitutionnellement les mesures traditionnelles du néolibéralisme. C'est-à-dire l'incapacité de pouvoir remettre à un service public certains domaines qui étaient privatisés. Le marché est devenu la règle imposée dedans, et y compris la notion de ce qu'on appelle l'État subsidiaire.
C'est l'État qui est considéré comme étant uniquement un soi-disant, enfin, d'après les néolibéraux, c'est ça, soi-disant neutre, qui est porté uniquement pour régler l'ordre social, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit chargé du maintien de l'ordre dans le pays, mais qui n'intervienne pas directement dans l'économie, sauf pour la réguler et donner la place qu'il faut au marché. Ça, c'est inscrit dans la Constitution de 1980, et c'est une nouveauté. C'est-à-dire que dans la plupart des constitutions que vous pouvez voir antérieures, il y a l'histoire des droits démocratiques, l'organisation de la vie politique, etc. Très rarement, il y a les questions d'organisation de la vie économique. Par contre, en 80, c'est le cas. Et y compris, dedans, il y a la transition qui est déjà programmée. C'est-à-dire, Guzman, dans la Constitution de 80, prévoit de toute manière une sortie de la dictature. Ça reprend exactement ce qu'avait dit Hayek donc, dans son interview Mercurio, c'est-à-dire que la dictature est un mauvais moment à passer, il explique. C'est un moment où on se débarrasse, grosso modo, de ce qui gêne, et après on revient à l'ordre normal. Donc c'est-à-dire que quand on constate que, quand on parle de la transition, il y a la mobilisation sociale des années des protestats, qui était super importante, parce qu'elle a permis d'accélérer le processus, y compris notamment de faire un échec à Pinochet lors du référendum de 88, mais par contre, le processus après qui a eu lieu était directement inscrit dans la Constitution de 80. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que quand on dit par exemple Pinochet derrière le trône, c'est une expression qui a couru après la victoire de Halloween, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que la Constitution qui a permis la victoire de la concertation est une constitution qui a été permise par les militaires. Et ce que l'on retrouve maintenant, c'est-à-dire que dans la conception de cette constitution et de tous les théoriciens du néolibéralisme, il y a un truc extrêmement important, c'est que, l'État est neutre, il est composé d'experts, vous entendez partout, même en France, hein, les experts par-ci, les experts par-là, qui vont régler les problèmes de l'économie, parce que pour eux, l'économie est une science exacte, c'est une science naturelle, avec des lois, etc., la loi du marché, tout ce que vous voulez, les lois de la concurrence, etc. Mais ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dernier point, surtout, c'est que les gens qui contestent ces lois naturelles, ils sont fous, ils sont irrationnels. C'est-à-dire que vous avez des discours de partout, mais pas qu'au Chili, c'est-à-dire dans le monde entier, sur le fait que les gens réclament des choses complètement invraisemblables. Tous les communicants qui sont néolibéraux disent la même chose. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une criminalisation des mouvements sociaux parce qu'ils sont contre l'ordre naturel, et de l'autre côté, une tentative de naturaliser justement l'économie en lui donnant des lois qui s'appellent les lois éternelles. Et ça, c'est un phénomène qui est extrêmement important parce que ce phénomène qui est expérimenté au Chili, et après, il s'est divulgué, il s'est dispatché un peu partout avec Reagan, avec Thatcher, avec l'Union européenne, on voit à l'heure actuelle qu'il a le même discours. Bon, mais ça a des conséquences très concrètes par rapport au mouvement social. La première conséquence, c'est de comprendre qu'avec cette vision du monde-là, qui est une vision quand même assez totalisante quand même, du monde, il est extrêmement compliqué de remettre en question cet ordre social. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez lu un livre de Chavaillou sur la société ingouvernable, où il fait l'historique des débats qu'il y a eu au sein des économistes de droite, depuis la guerre jusqu'à maintenant, sur grosso modo les projets économiques qu'on peut avoir entre les keynésiens, les néolibéraux, tous ces de courants économiques qu'il y a eu. Il explique une chose très simple, c'est que les néolibéraux ont dit, nous on est contre la notion d'entreprise sociale. Dire qu'il y a une entreprise sociale, ça veut dire que les salariés ont des droits sur l'entreprise. Et mettre le doigt là-dedans, c'est dangereux pour l'avenir. Donc il faut séparer. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont employés, et de l'autre côté, ceux qui possèdent. Et ce sont deux mondes différents. Et c'est super important, pourquoi? Parce que ça veut dire une chose, c'est que vous remarquerez que même dans les endroits, dans les pays du monde, où il y a des tentatives de réguler l'économie et de dépasser le néolibéralisme ambiant, on l'a vu en Amérique latine, il y a des réactions extrêmement fortes des organisations internationales, y compris des pays néolibéraux, pour les dénoncer, les isoler, etc. Par exemple, je prends un exemple tout bête, c'est le cas de l'Équateur, par exemple, de Corée.
Après, on peut penser ce qu'on veut Correa, moi, personnellement, pour moi, c'est un révolutionnaire. Hein. Mais il a voulu moderniser le pays en sortant des canons néolibéraux, mais il était mis au banc des accusés par la presse internationale, par tous les pays, en disant que ce qu'il faisait là-bas, c'était contre les règles de l'économie, telles qu'on les enseignait, telles qu'elles étaient naturellement, qu'elles existaient naturellement. Et ça, je crois que c'est une des dominantes qui a eu lieu pendant la période de la dictature, c'est de faire en sorte que la population accepte ce type de vision du monde. Après, la discussion qu'il y a eu sur la transition, c'était quoi? C'était dire, à partir du moment où vous acceptez le cadre global, on peut vous donner la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie est en réduite à des élections, hein. C'est pas plus que ça. Mais par contre, si vous exigez la nationalisation de l'eau, le refus des AFP, tout ce machin-là, ça c'est niette. Donc, et ça c'est super intéressant parce que ça montre les limites, y compris de la transition démocratique. Mais pas qu'au Chili, ailleurs y compris. Donc, et ça, je crois qu'il faut voir, y compris le mouvement social, comment il s'intégrait là-dedans. Le mouvement social dans les années 82-83, il a réagi contre la dictature, ce qui est très juste, sur la vie chère, la misère, etc. S'il était fort dans les populations, c'est principalement parce que depuis la première crise de 75 et celle de 82, il y a des organisations qui sont créées, mais de subsistance. C'était les cuisines populaires, les centres d'éducation, enfin, etc. Il y a eu une telle suppression de droits sociaux et de services publics pendant ces années-là, que le seul moyen existait pour la population, c'était de s'organiser collectivement. Et c'était très majoritairement des organisations qui étaient dominées par des femmes qui organisaient ça, très souvent. Et ça a permis d'avoir une conscience collective qui se développe dans ces populations. Et cette conscience collective a débouché sur la remise en cause de la dictature, ce qui est très logique, qui était incompatible effectivement avec le projet gouvernemental. Par contre, il y a des endroits, des populations où ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des populations où l'UDI notamment, qui a essayé de se constituer qui a eu comme projet politique de s'implanter dans ces couches-là, a réussi effectivement à s'implanter et rentrer en concurrence, y compris avec des comités de quartier qui étaient dirigés par des partis de gauche. Et il y a eu des conflits réels, c'est-à-dire avec deux visions du monde, une vision solidaire et une vision artistana. Et ces deux visions-là se sont télescopées dans certaines populations. Et alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce mouvement social, petit à petit, s'est développé, et quand il y a eu l'attentat raté contre Pinochet, vous avez tous vu qu'il y a eu une baisse très dure, très rapide des mobilisations. Cette baisse de mobilisation a provoqué un changement complet. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert qui commençait déjà à avoir lieu entre les revendications sociales qui étaient portées par les mouvements de base, si on peut dire le mouvement populaire, qu'il pouvait y avoir dans les quartiers, et très peu d'ailleurs dans le mouvement syndical d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, les partis politiques. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu le mouvement social qui se mobilisait, et il y a une sorte de transfert vers les partis politiques qui, eux, géraient la transition, et pilotés par la démocratie chrétienne. Et le gouvernement a bien su faire en sorte qu'il discutait d'un côté avec les démocraties chrétiennes, et par contre il ne discutait pas avec les organisations qui étaient présentes dans les luttes, que ce soit le PC, le MIR ou d'autres. Donc il y a eu cette sorte de transfert. Et ce qui s'est passé comme problème, qui explique pourquoi la transition a pris ce tour-là, c'est que le mouvement social a été dans l'incapacité, parce qu'il était en recul à ce moment-là, à se donner, pour lui-même une issue politique. Je prendrai un exemple. Je prendrai l'exemple de la Bolivie. En Bolivie, je ne sais pas si vous avez vu la création du masque, comment ça s'est fait en Bolivie, mais elle s'est réalisée autour de trois éléments. Vous savez, les luttes qu'il y a eu dans les plaines de Chapare, où il y avait les producteurs de coca, les cocareros, et il y avait la lutte pour la guerre de l'eau, à Cochabamba notamment, et la guerre du gaz.
ces trois éléments font que les mouvements sociaux qui ont géré cette lutte-là ont participé directement à la création du MAS. Et ce qui a donné une ampleur phénoménale à ce parti-là, que vous avez pu voir, et qui a gagné les élections avec l'élection d'Evo Morales. Mais c'est pour donner une idée, c'est-à-dire que la création d'un parti ad hoc à partir de ces mouvements sociaux-là a permis de dépasser la question des blocages institutionnels, puisqu'y compris en Bolivie, ils ont créé une nouvelle constitution qui a été adoptée après par la population. Mais ce qui n'a pas été capable de faire le mouvement social chilien. Alors, il y a eu l'ampleur de la répression, il y a plein de choses comme ça qui l'expliquent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'intériorisation de fait, et que l'on connaît à l'heure actuelle dans le monde entier, et pas qu'au Chili, de tout ce que représente l'idéologie néolibérale. C'est-à-dire que l'idéologie néolibérale dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas uniquement la question de l'économie, mais c'est aussi une vision de l'État, une vision des rapports sociaux qui transforme les couches sociales, si on peut dire, en consommateurs. Et ça a des conséquences très très fortes. Et la première des conséquences, c'est que les gens qui revendiquent maintenant, ils revendiquent autour de questions précises. Par exemple, vous allez avoir le mouvement étudiant, le mouvement des Mapuches, les mouvements femmes, les mouvements... vous avez 36 mouvements, les mouvements écolos, tout ce que vous pouvez avoir, les mouvements paysans et autres. Mais il n'y a pas de coordinateur, si on peut dire, de vision globale qui permet de dépasser cet éclatement complet qu'il y a entre les différents mouvements sociaux. Avec chacun des projets, les mouvements étudiants ont des projets par rapport à l'éducation, par rapport à plein de trucs. Les mouvements femmes ont un projet plus global parce qu'ils parlent du patriarcat, y compris à l'heure actuelle, commencent à remettre en cause le capitalisme en son ensemble, puisqu'il y a des débats là-dessus au sein des mouvements féministes. Mais par contre, il y a un morcellement des mouvements sociaux qui fait qu'il y a une tendance quasiment naturelle à dire le politique, c'est pas nous. Le politique, c'est d'autres. C'est des partis qui sont déconsidérés souvent, mais c'est d'autres personnes. Et c'est pas les mêmes. Et il a fallu attendre 2019 pour que, déjà un peu avant, parce que ça a commencé avec le mouvement étudiant de 2016 notamment, la création de nouveaux partis politiques qui étaient créés avec des leaders étudiants ou d'autres. Et ces partis politiques, dont Boric d'ailleurs lui-même, qui est issu du mouvement étudiant, et pour qu'il y ait d'autres structures qui apparaissent, parce que ce qui s'est passé pendant les 20 ans qui ont suivi la démocratie entre 89 et grosso modo 2010, 2015, à partir de 2011, il y a commencé à avoir des mouvements nationaux importants. Ce qui s'est passé, c'est que les mouvements sociaux eux-mêmes se sont rendus compte dans leur propre lutte qu'il était impossible d'avoir satisfaction parce que le blocage constitutionnel empêchait toute satisfaction. Et c'est à partir de ce moment-là, notamment à partir de 2019, que la question de la Constitution est apparue centrale dans les mots d'ordre. Et en plus, ce qui est intéressant à voir, c'est que tous les partis politiques qui ont participé au pouvoir au Chili depuis 1989, tous ont dit c'est compliqué, modifier la Constitution, parce que vous savez, avec les lois sur la majorité, les sénateurs, les machins, etc., on n'y arrivera jamais. Sauf qu'en 2019, c'est le mouvement social qui a pu le faire. Ce qui était soi-disant impossible dans les textes a été rendu possible. C'est-à-dire qu'il y a eu... Alors après, on peut discuter du contenu, de la manière dont ça s'est fait, etc. Mais par contre, il y a eu... Piñera lui-même a été obligé de dire il faut qu'on fasse une nouvelle constitution, qu'on appelle à la création d'une assemblée constituante. Parce qu'il y avait un mouvement social fort. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. C'est-à-dire que je pense qu'au Chili ou ailleurs, d'ailleurs, croire que les institutions sont neutres et permettent de dépasser une situation de blocage, c'est totalement illusoire. Et d'ailleurs, tous les partis politiques, y compris le Parti socialiste, quand il était à la direction des affaires au Chili, il n'a jamais réussi à débloquer la situation sur la question de la Constitution. Donc, voilà, donc, parce que j'essaie de voir, ouais, je vais faire ça rapidement quand même. Il faudrait 30 secondes. Hein? Il reste 30 secondes. 32 secondes. 28. Oui, et justement, la question qui se pose maintenant, c'est comment on va arriver à régler cette situation-là. Moi, je n'ai pas de réponse particulière. Hein. Je dois dire, je ne veux pas m'amuser à dire il faut faire ceci ou faire cela. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est-à-dire que
le conflit avec la bourgeoisie chilienne, comme ailleurs, hein, d'ailleurs, il sera violent. C'est obligatoire. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens formés sur le corpus néolibéral qui considèrent que toute modification de leur projet politique et économique est vécue comme une hérésie, et croire que le changement de société se fera comme ça, du jour au lendemain. Et je pense que c'est aussi un des problèmes qu'il y a pu y avoir dans pas mal de pays où les gens pensaient que le mouvement social, en restant extérieur, en faisant juste la pression sur les partis politiques, pouvait arriver à transformer les choses. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Et le retour de bâton qu'il y a eu sur le vote contre la Constitution en 2022, bon, c'est 2022, ouais. Ouais, non, 24, ouais, ça. Et donc ce retour de bâton qu'il y a eu fait partie de cet élément-là. C'est-à-dire que la dépossession à un moment donné du mouvement social qui fait confiance à des élus pour transformer les choses, mais comme toute chose, comme ça se passe tout le temps, hein, c'est quand il n'y a plus de mouvement social, en général, la tendance naturelle, c'est conserver l'état des choses. C'est en général comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le secret de l'isoloir, c'est qu'en général, quand on dit oh, « je suis bien comme ça, l'avenir, je ne sais pas ce qu'il me réserve », mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que le problème qu'il y a eu dans plein de pays d'ailleurs, et ça serait intéressant de voir la comparaison par exemple avec le Venezuela, où quand il y a eu des débats constitutionnels, il ne s'est pas passé du tout de la même manière qu'au Chili. Et au Venezuela, il y a eu une... Alors après, moi personnellement, je suis un critique du chavisme assez fort, de Maduro encore plus, mais quand il y a eu la victoire de Chavez, quand il y a eu le problème de la Constitution, il y a eu des débats mais de masse, partout, dans tous les quartiers, dans les entreprises, partout, il y a des débats. La Constitution, elle est passée, je peux vous assurer, et il n'y a eu aucun problème à la faire voter. Alors, même s'il y a des abstentions, tout ce qu'on veut, mais ceci dit, il y a eu une mobilisation réelle de la population autour de son projet constitutionnel. Après, on peut dire après il a des limites, tout ce que l'on veut, mais il y a ça. Par contre, au Chili, on ne peut pas dire qu'il y a eu tout à fait la même chose. Et moi je vois des camarades qui étaient au Chili qui me racontaient que les difficultés qu'ils pouvaient avoir pour faire remonter pour organiser des réunions, etc., pour essayer de mobiliser, sachant qu'en plus il y avait une soi-disant neutralité de l'État et du gouvernement par rapport au débat constitutionnel en disant nous on reste en dehors parce qu'on ne veut pas faire pression sur la population, on ne veut pas être accusé d'être juge et parti. Et je crois que ça, c'est un énorme problème qu'il y a pu y avoir sur le débat, sans compter en plus la situation elle-même. C'est-à-dire que les événements de 2019 ont été suivis du Covid, tout ce que ça veut dire, donc, y compris des effets économiques qu'il y a pu y avoir la crise du Covid. Et donc, dans un climat où les gens sont isolés par le Covid, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, comme chez nous, hein, quand il y a eu le confinement, les gens restent chez eux, ils voient la télé, ils ont WhatsApp, ce qu'on veut, mais ben, c'est pas la joie, c'est pas là où on descend plus facilement dans la rue. Et en même temps qu'il y a eu ça, il y a eu la crise économique, les conséquences y compris du Covid, et les conséquences y compris du recul de l'économie mondiale, et ça pesait énormément sur les décisions qui ont été prises par rapport au vote sur la Constitution. Je ne dis pas que c'est suffisant, après on peut avoir des débats critiques par rapport à Boric, sur les concessions qu'il a voulu faire à la droite ou tout ça, mais par contre il y a une situation objective qui était pesante pour arriver à gagner. Alors maintenant, on va dire le lien entre 82, donc entre la dictature et maintenant, ce qu'on constate, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le transfert des revendications portées par les mouvements sociaux vers les partis politiques, ben, comme on dit la chanson, ça termine mal en général. Voilà. Et c'est ce qui s'est mal terminé lors de la dictature. Ça ne se termine pas très bien à l'heure actuelle au Chili, et vous l'avez pu le voir avec la montée des Républicains, notamment, qui est quelque chose d'extrêmement angoissant, mais qui ne se passe pas que là. C'est une montée générale en Amérique latine, en Europe aussi, parce que de fait, ça paraît comme aussi une des solutions qu'a la bourgeoisie
pour essayer de mater le mouvement social. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que je veux dire, une dérive du parti de la bourgeoisie, parce que quand vous regardez les votes qu'il y a eu de caste au Chili, dans les différentes circonscriptions, ben, on voit très bien que c'est un vote de classe, très nettement. Donc c'est un choix quand même si y compris dans les quartiers populaires comme en Argentine, dans les quartiers populaires, il y a eu des votes aussi pour caste. Voilà. Et dans le nord du Chili, c'est vrai, avec l'histoire de l'immigration et tout ça. Mais par contre, il y a très nettement un vote de classe qu'on retrouve y compris chez Milei et qu'on retrouvera dans d'autres endroits. Parce qu'il y a une alternative qui apparaît, nouvelle, pour résoudre les problèmes de crise que connaît la bourgeoisie à l'échelle internationale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser quand on veut avoir un point de vue critique par rapport au système qui se met en place. Et c'est quelque chose qui se généralise. Vous avez vu voir avec Bolsonaro, on voit avec Milei, on voit avec Cast au Chili, mais on le voit dans d'autres endroits. Hein. On le voit aussi, y compris au Pérou, on le voit dans plein bon, enfin bref, plus les pays où le progressisme latino-américain a été défait depuis depuis le milieu des années 2010, notamment en Équateur, Venezuela qui a plus grand chose à voir avec le Venezuela bolivarien dont beaucoup se réclament, la crise qui est actuellement en Bolivie, le PT au Brésil qui a fait un tournant quand même, qui est, on peut dire, sans trop se tromper, très social-libéral. Donc il y a toute série des éléments conjoncturels qui font que la situation est extrêmement compliquée à l'heure actuelle. Mais se pose la question du politique, c'est-à-dire que comment les mouvements sociaux vont intégrer la question politique pour dire nos revendications sociales doivent avoir un débouché politique, et ce débouché politique c'est nous qui devons créer. Et c'est pas en demandant à un tel parti machin chose de le créer, mais comment nous allons créer ce débouché politique. Et c'est ce qui a manqué à la sortie de la dictature, mais ce qui, à mon avis, manque à l'heure actuelle maintenant. Et je termine là parce que je pense que l'argent est assez. Merci Patrick. Merci Patrick. Comme d'habitude, on donne la parole pour des commentaires et des questions. S'il y a des commentaires, le temps est limité, donc qu'il soit le plus bref possible. Je vous laisse la parole. Vous m'entendez? Là, il y a le micro. Oui. Allô? Oui. Oui, je voulais vous demander, en fait, vous avez évoqué le fait que Thatcher et Reagan, et j'extrapole un peu, hein, disons, Thatcher et Reagan se sont inspirés un peu de la politique qui a été appliquée brutalement au Chili, avec une dictature sanguinaire. Mais je voulais vous poser une question. Si vous êtes au courant que Milton Friedman a eu une interview, un entretien avec Deng Xiaoping et avec Helsinki aussi. Et ces politiques ont abouti à l'oligarchie qui se trouve actuellement en Russie et la politique catastrophique en Chine. Voilà. Merci. Une interrogation, juste pour savoir si effectivement en 82, les revendications qui sont évoquées par les mouvements sociaux, est-ce qu'elles portent uniquement sur l'organisation économique telle qu'elle est introduite par la nouvelle constitution, ou est-ce qu'il y a quand même des mots d'ordre concernant la réduction des libertés individuelles et des libertés collectives? Quelqu'un? On se reprend la question, il est parti.
Honnêtement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec Helsinki, tout ça. Je veux dire, je n'ai pas la réponse là-dessus. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Société du Mont Pèlerin. C'est une organisation quasiment, pas clandestine, mais de groupement d'économistes, de politistes, de personnes qui sont cooptées entre elles et qui, dans un objectif purement néolibéral. C'est Hayek qui a créé ce truc-là. Il y a toute une série de personnalités de ce type qui sont là-dedans. Ils ont fait d'ailleurs une réunion annuelle, mondiale, en 1980, à Santiago. D'ailleurs, c'est tout un symbole. Et ces gens-là, effectivement, ils sont très présents notamment dans le Parti conservateur en Angleterre, et chez les Républicains, puisqu'il y avait des représentants des Républicains, enfin des représentants, des gens qui étaient au Parti républicain, qui étaient dans cette société de Mont Pèlerin, qui est une société, pas une société secrète, je veux dire, mais c'est une société par cooptation. C'est-à-dire il faut faire une demande, il faut être coopté par 2 personnes, après il y a 2 autres personnes qui doivent valider la cooptation. Enfin, on n'y rentre pas comme ça. Il faut vraiment avoir fait ses preuves pour être là-dedans. Et c'est pour vous dire qu'il y a quand même, par l'intermédiaire de réseaux économiques, journalistiques, politiques et autres, il y a eu une tentative d'uniformisation, qui est relativement réussie d'ailleurs, puisqu'on le voit à l'heure actuelle, des politiques économiques, et que Thatcher et Reagan ont pu bénéficier sur tout là. Mais il y a quand même aussi un point important que je n'ai pas cité, et qui va amplifier les phénomènes, c'est quand il y a eu la chute du mur de Berlin. C'est toute l'époque où on commence à dire c'est la fin de l'histoire, il n'y a plus rien, le néolibéralisme c'est la stade ultime de développement de la société humaine. C'était ça qui était expliqué à cette époque-là, et ça a eu un double effet. Ça a encouragé les néolibéraux à accentuer leur virage à l'échelle planétaire, mais ça a aussi eu des effets sur la gauche, notamment internationale, qui se retrouvaient en perte de repères. Il y avait une partie des gens qui suivaient les partis communistes, qui suivaient l'Union soviétique avec plus ou moins de distance, mais qui, grosso modo, se retrouvaient pour dire il y a quand même le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest sont 2 blocs séparés. Mais là, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'il y a eu une crise identitaire très forte au niveau de la gauche, qui a permis, y compris, l'accentuation de la pénétration du néolibéralisme à l'époque, à l'échelle planétaire. Ça, c'est le premier truc, mais après, sur Deng Xiaoping, je ne vais pas raconter des bêtises, j'en sais rien. Mais il y a une chose qui est à peu près certaine, c'est que les virages qu'on voit en URSS, c'est pas du néolibéralisme, c'est plutôt un État mafieux. En Russie, je veux dire, c'est l'État mafieux. C'est des oligarques qui ont pris la direction du pays. Alors c'est sûr, c'est des néolibéraux. Mais les néolibéraux sont pas des lois comme il peut y en avoir ailleurs. Mais la seule différence, c'est qu'en Europe occidentale, les néolibéraux, quand ils font un truc illégal, ils créent une loi pour le rendre légal. Ils sont malins. Mais là-bas, il ne faut même pas ça. C'est-à-dire que c'est ça la nuance. Et, alors après, sur les mobilisations de 82-83. Alors pour comprendre, il faut voir d'où ça vient cette mobilisation de 83. Pardon. Quand il y a eu le 11 mai 83, la première protesta, au départ, il devait y avoir une grève des travailleurs du cuivre. Et les travailleurs du cuivre voulaient généraliser la grève. Il y a eu une interdiction, ils ont reculé. Ils ont dit on appelle à toutes les formes possibles de manifestation, d'une protestation. C'est-à-dire, le soir, vous rentrez chez vous, vous tapez dans les casseroles, dans la rue, vous marchez plus lentement, voilà. Toute une série de signes comme ça. Sauf qu'ils ont été dépassés par leur propre appel. Ça rappelle un peu l'histoire des gilets jaunes hein, en France. C'est-à-dire qu'il suffisait de mettre le gilet jaune sur l'avant de la voiture et puis on montrait la mobilisation. Et vous avez vu, ça donnait. Mais c'est un peu la même chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont été dépassés par les événements, au sens que les gens ont commencé à manifester, taper dans les casseroles, y compris d'ailleurs, les concerts de casseroles étaient très forts, y compris dans les quartiers bourges de Santiago. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que la crise de 82 était telle qu'elle a provoqué des faillites, et qu'une partie de la droite commençait à dire mais ça, on ne peut plus continuer comme ça. Et donc, c'est des revendications au départ très économiques qu'il y a eu sur la crise, sur les salaires, sur plein de choses traditionnelles. Et les gens qui sont sortis des pôles bastions
pour avoir discuté avec les copines de l'Hermida à Santiago, elles sont sorties dans la rue, elles se sont dit merde, il n'y a pas de police, ils ont fait, elles sont continuées, elles ont dit bon, on va aller manifester. Et elles sont retrouvées des centaines, des milliers, etc. manifester, alors qu'au départ, elles ne pensaient même pas le faire. C'était assez intéressant comme truc. Et c'est comme ça que ça a démarré, c'est-à-dire sur des questions purement de misère sociale, et après, ça a pris notre tournure. Parce que quand vous avez la répression, les morts, les emprisonnements, les disparitions, les enlèvements, tout ce que l'on voit, la police qui rentre dans les quartiers populaires, etc., et qui arrête plein de gens, ça après, ça se transforme en revendication politique, c'est-à-dire dehors Pinochet, etc. Ça, c'était logique, c'était la conséquence. Mais au départ, c'était pas ça, c'était des revendications sociales qui étaient liées à la crise de 82. Pour avoir été à Valparaiso en 82, je vous assurerai, c'était impressionnant à voir. Il y avait des rues. Il y avait des rues commerçantes, il n'y avait plus rien. Tout était avant. C'était la folie furieuse. C'est-à-dire qu'il fallait voir ce que c'était. C'était une crise comme on n'a pas connue nous en France depuis peut-être la crise de 29. C'était quelque chose d'assez insupportable. Y compris donc les soutiens historiques, si on peut dire, de Pinochet, trouvaient que ça devenait invivable pour eux-mêmes. D'où le fait que les premiers protestants ont été très forts, y compris dans les quartiers riches, enfin riches, les quartiers moyens, couches moyennes, etc. Et les micros. Si no, hemos poquito, no sé cómo es. Mira, primero estoy muy contento que no haya mucha gente porque así voy un tipo más tranquilo. No hay presión, no hay presión de ningún tipo. Mais moi je vais parler français quand même et je vais essayer. Moi je vais intervenir sur deux choses. Et un sur les mouvements sociaux en soi, parce que c'est pas n'importe quoi, le mouvement social il est inconscient de soi. Et le deuxième élément, c'est par rapport à Mapuches, qu'en général, les Français, quand ils analysent le Chili, ils parlent des mouvements sociaux, ils mettent les Mapuches. Et c'est pas pareil. C'est la deuxième, la troisième fois qu'il m'arrive, parce que les Mapuches, ils ne font pas partie du mouvement social. Les Mapuches, c'est une nation, c'est une culture, c'est une population, et c'est un territoire qui leur appartient, qui est envahi pour les militaires chiliens. Ça y est, c'est une terre d'occupation. Je sais, ça fait mal, mais il faut bien qu'un jour, on reconnaisse qu'on parle de la nation mapuche, et quand on parle des femmes, on ne parle pas de la nation des femmes, et quand on parle des étudiants, on ne parle pas de la nation des étudiants, parce que ça, c'est les Chiliens en général. Ok? Ça, c'est une intervention, c'est mon interprétation à moi, parce que je pense que les Mapuches, c'est une nation. Le deuxième élément, c'est par rapport à 19. Et 19, c'est pas n'importe quoi, c'est une insurrection. C'est ça qu'il faut dire la vérité. C'est pas parce qu'il vient de la gauche complexée qu'on ne veut pas dire quand même que les 19, c'est une insurrection. C'est les gens qui sont sortis dans la rue de manière spontanée parce qu'ils ne supportaient plus. Et en plus, ils étaient tellement lucides, ce mouvement social, et très organisé, qu'ils ont compris que le modèle économique, il avait fracassé. C'est fini, ça ne marche plus, ça ne répond plus. Et la bourgeoisie, jusqu'aujourd'hui, essaie de trouver les points de sortie, ne les trouve pas. La preuve, c'est le président de l'Argentine, qui essaie, avec sa folie ordinaire, de chercher une réponse. Il était en Suisse pour essayer de dire que sur le libéralisme, je ne sais pas quoi, bon, c'est la voie pour reconnaître que le capitalisme c'est extraordinaire, etc., etc. Maintenant, quand on arrive à 19 et le peuple se mobilise pour essayer de finir avec les modèles, c'est ça qu'ils voulaient les gens. Les gens, ils voulaient finir avec la Constitution. Parce que la Constitution les disait que l'État, c'est subsidiaire, ça veut dire que même si le modèle est là, si on ne finit pas avec la Constitution, où les privés, ils vont prendre tout l'argent de l'État pour qu'on continue à faire enrichir
l'oligarchie et les multinationales, la dernière chose, c'était de finir avec le gouvernement. Voilà ce que les gens ils voulaient d'emblée. Maintenant, on a bien discuté, et c'était très bien exprimé ici les constats de la signification de la fin de Pinochet et de ce qui est devenu la concertation. La concertation, ce n'est pas la gauche. Parce qu'au Chili, ce n'est pas la gauche ni la droite qui est définie. Et quel pouvoir, c'est les États-Unis. Voilà ce qui décide qu'est-ce qui va se passer au Chili, et ça, il faut l'assumer. À ce moment-là, la concertation, vu qu'ici, en France, et concrètement près de la vallée de Paris, il y a une réunion de la gauche chilienne, où la gauche chilienne, elle arrête sa notion de gauche, et il assume de fait le néolibéralisme. Ce sont auto-recrutés néolibérales. Et les documents, ils sont là. Ça veut dire, quand la concertation, il prend, entre guillemets, le pouvoir au Chili, il n'est plus de gauche. Ils sont été là pour renforcer le néolibéralisme, ils sont là pour renforcer le modèle, ils sont là pour faire entrer les capitaux. Il y avait tellement de capitaux qui venaient de toute l'Europe et d'ailleurs, que l'économie chilienne ne pouvait pas assimiler l'ensemble des capitaux qui voulaient rentrer au Chili. C'est ça la vérité. Et puis quand ça accélère la notion d'aliénation de la gauche à le modèle néolibéral, quand il y a la nouvelle majorité. La nouvelle majorité est le PC qui rentre dedans. Ça y est, c'est fini. Ça y est que l'ensemble des partis de gauche se sont aliénés au modèle. C'est ça la vérité que nous, on a en face. C'est pour ça que quand le monde social sort à la rue, ils ont besoin d'un référent politique, il n'y a pas. Parce que les partis, ils se sont aliénés au modèle. Et quand, avec quand le PC il remonte concrètement à la nouvelle majorité, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de gauche. En plus, c'est tellement extraordinaire que l'après, tout de suite, parce qu'il parle des jours de l'insurrection de 19, et dans le Parlement, ou l'Assemblée nationale, ou la Cámara de Diputados, comme on veut l'appeler, Boris, il a négocié direct avec l'extrême droite. Parce que Katz, il n'était pas là encore. Il n'était pas aux affaires. Et ils ont négocié, tous les deux, de quelle manière ils allaient s'en sortir pour la continuité du modèle économique, de la Constitution et du pouvoir et c'est ces moments. Parce que les Américains sont derrière. Les États-Unis, quand il y a eu la crise de 19, ils sont mis dans les computations, et les ordinateurs, tous les éléments qu'il en avait, et puis on les dit à monsieur le président, à la CIA, il a le plan A, B, C, D, le mec il prend le truc, position politique, il dit on applique le plan B. Et puis après, c'est qui va les faire? Monsieur Devorich et la concertation, et que la gauche il aussi a participé, et l'extrême droite, et la droite, et en plus, en sachant qu'ils ont commencé pour créer une loi de répression contre le mouvement populaire tout de suite. C'est les deux décisions qui sont prises. De planifier ensemble la sortie et de réprimer l'insurrection. Maintenant, là, il veut finir, parce que dans toutes choses, il y a un fin. C'est que quand vous pensez que le monde social, il n'est pas organisé, il est très organisé. Quand nous on pense que le monde social, il n'a pas une base idéologique, il a une très forte base idéologique. Quand on pense que le monde social, il n'a pas une base politique, il a une très forte notion de la politique. Il est tellement intelligent dans ses décisions politiques en tant que monde social, c'est que justement, si vous observez, les mondes sociaux, ils sont mobilisés
dans des conjonctures bien précises qui correspondaient aux intérêts de l'ensemble des Chiliens. Et dans des autres situations, il ne s'est pas mobilisé, parce qu'il ne voyait pas l'intérêt. La dernière fois, c'est mobilisé à 4 pour arrêter, pas parce que c'était un fasciste. C'est ce qu'ils voulaient, les gens ils voulaient, ce n'est pas revenir en arrière. Et la discussion d'une jeune fille dans la rue, quand j'étais au Chili, c'était extraordinaire. Il a dit, tu te rends compte, tu ne pouvais pas y aller en boîte, au mini-jupe. Ah, les mecs, ils ont compris, quoi. Il a la régression sexuelle, il a la régression, etc., etc. Bon, et là, pour finir, il ne faut pas se faire d'illusions. Le mouvement social, c'est quelque chose qui est hyper organisé. Le mouvement social, il a une bonne base, parce que c'est comme le peuple français. Le peuple français, c'est un peuple cultivé, politique. Le Chili, c'est exactement pareil. C'est un pays, c'est un peuple cultivé, très intelligent. Et ne pensez pas aujourd'hui que le mouvement social, vu comment ça participe, il se fait des idées que la concertation, le Frente Amplio, le PC et Boric, c'est la gauche. Non, c'est la droite. Et quand on pense que la droite traditionnelle, ça va résister et que son alternative, ils ne l'ont pas, mais ce qu'on a devant nous, vu qu'on cherche des réponses, c'est que la fonction du mouvement social, c'est chercher la création d'un référent politique, parce qu'il a, pour la deuxième fois, j'ai dit, je vais finir, c'est pas 4 qui a gagné, et comme tout le monde l'a dit, et le monde compris, les élections, quand il a eu les référendums, parce que si vous prenez bien les comptes et vous verrez, il y a 2 500 000 gens de gauche qui sont appelés à ne pas aller voter. Quand même, c'est 2 100 000. Et les gens qui ne sont pas votés, c'est 100 millions. Et ça fait 100 100 000. Et la droite compris, 4 et la droite compris, ils sont perdus pour 800 000 voix, les rapports de force qu'il en avait par rapport à cette élection-là. Alors quand on dit que c'est l'extrême droite qui a gagné ce référendum, c'est faux, parce qu'en fait, ce qui a gagné, c'est la contestation au modèle, et c'est ce que les gens ils cherchaient pour se mobiliser derrière les complications qu'il y en a, parce que finalement, ce qui correspond au cerveau qui raille à la cancha, qui décide de quelle manière on va faire les élections, ça ne permet pas objectivement que les mouvements sociaux prennent un référent politique, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire jusqu'à aujourd'hui. Ok, merci Pato. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire un commentaire ou poser une question? Oui. Bon, c'est complexe parce que c'est une vision politique différente, mais je remercie quand même la présentation globale du problème. Néanmoins, j'ai des divergences avec votre exposition. Par exemple, quand l'accord a été fait en 88 ou un peu avant, on ne peut pas dire que c'est la démocratie chrétienne qui a fait tout, et tout seul. Non, elle s'est concertée avec les partis qui, en ce moment, étaient à gauche. PC, PS, même dire. Hein. Donc, le retour à la démocratie, le retour à notre système qui est la dictature pure et dure de Pinochet, a été concerté, y compris avec les Américains. Parce que la chute de Pinochet, je suis persuadé, et il me semble que c'est historiquement démontré, ça vient aussi de la réflexion des Américains que maintenir des dictateurs aussi en danger comme c'était Pinochet, ou Stroessner, ou l'haïtien, ou autres, Somoza, etc., ça donnait au contraire la possibilité de vraies révolutions. Donc, pour moi, c'était un accord où effectivement il y a eu des concessions excessives, mais en échange, on a eu le retour au système de sélection, on va dire. Et vous avez raison de dire que cet accord s'est fait sur la base d'accepter le néolibéralisme.
Mais vous avez raison aussi de dire que c'est un mythe, de croire que c'est quelque chose qui ne va jamais changer. C'est un mythe, c'est une illusion, c'est peut-être une idée qu'une partie des gens sans formation et avec soumis aux médias, au discours universel qui n'avait pas la possibilité ou peu de trouver une contrepartie, que c'était comme ça. C'était le libéralisme, puisque tout le monde l'accepte, c'est comme ça. Mais en fait, non, ça c'est une illusion, une mythe. C'est clair. Moi, il m'est arrivé de retourner au Chili. J'étais exilé, bien entendu, interdit. Mais il m'est arrivé de pouvoir aller en 88 et après. Bon, nous éloignés, avec nos partis plus ou moins cassés, plus ou moins inefficaces, désarmés, etc., avions une vision partielle. Mais il y a eu des choses qui m'ont frappé en 88, sous Pinochet, hein, avant le plébiscite. J'étais vraiment extraordinairement frappé de la combativité des masses du peuple, des étudiants. Ils sortaient, ils brûlaient des pneumatiques dans la rue, encore en pleine dictature. C'est ça, à mon avis, le moteur essentiel, et d'ailleurs de toute évolution importante de la société. La force et la détermination du mouvement social. Les temps passés avaient permis aux gens d'avoir suffisamment d'éléments pour s'élever, pour s'armer, pour réfléchir et pour trouver des moyens, y compris au prix de leur vie, parce que à ce moment-là, ces manifestations coûtaient des vies. Et ensuite, plus tard, bon, après, c'est pour accentuer l'effet suivant. Si Pinochet est tombé, ce n'est pas un hasard. Si Pinochet a dû partir, il n'est pas tombé, hein. Il est mort dans son lit, hein. Hélas. Et si Pinochet a dû partir, c'est d'abord que le système néolibéral avait, comme vous avez dit, souffert une première crise grave et que le mouvement social avait acquis suffisamment de force pour mettre en échec l'ancien schéma soi-disant impossible de changer, etc. Bon, plus tard, quand cet accord, la concertation s'est installée avec quelques avancées, etc., il m'est arrivé d'aller au Chili aussi. Plus tard, dans les années 80, on s'est dit, pas que moi, hein, d'autres camarades exilés qui allaient au Chili, mais ils sont assis sur un volcan. Un volcan. Et ils ne se rendent même pas compte. Personne ne se rend compte, mais ça va exploser. C'était impossible parce que justement le libéralisme au Chili, avec Pinochet, avec son implantation brutale, forcée, et ensuite avec la continuation, avec un accord où effectivement, il faut bien dire que quand cet accord a été fait, c'est vrai, qu'est-ce que c'était l'Union soviétique? L'Union soviétique était déjà en difficulté. Les ouvriers polonais ils se sont soulevés en 1980. Et pour les gens qui réfléchissaient, il était clair que ce modèle, ce n'était pas un modèle, c'était pas un modèle du socialisme en tout cas. Ce n'était pas le socialisme que nous on voulait, et le socialisme où les masses prennent le pouvoir. Et non seulement ce n'était pas un modèle, mais aussi la politique de l'Union soviétique qui était transmise à travers le PCF, etc., n'était plus, et depuis longtemps, une politique révolutionnaire. Il faut donner un exemple. Non, ils sont cassés de la révolution tchèque, la révolution... Bon, je ne vais pas m'étendre trop. Mais s'il te plaît, parce qu'il faut qu'il réponde. Les soulèvements de 2019, c'est le volcan qui... C'est un mouvement social, c'est un mouvement révolutionnaire de masse.
mais sans conduction, c'est vrai, spontané, c'est évident. Alors, quand on dit comment faire pour que les mouvements sociaux aient une importance politique, etc., c'est la même question que déjà la première internationale s'est posée. Et c'était l'objet du débat. S'il te plaît. La réponse a été... On a quelqu'un qu'on a invité pour qu'il nous réponde, mais on ne peut pas prendre la parole qui pour nous. Oui, pardon. Excusez-moi. La question. On pose des questions et on ne pose pas d'analyse, là. Oui, non, mais... Non, mais d'accord. Ok. 3 heures pour répondre. Ok. Le temps pour Si tu répondre. veux, hein, c'est pas obligatoire. La question, Parce que c'est pas des questions, c'est prise des de interventions. position aussi, non? Non, mais Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, hein, sur la plupart des choses que tu as dit, y compris sur le fait que la démocratie chrétienne n'a pas été toute seule pour trahir, c'est évident. C'est-à-dire que, et ça commençait très tôt, ça commençait en 1975. Quand tu as eu la conférence de Berlin, l'opposition en 1975, l'EPS notamment, qui était présent, et d'autres organisations, ont demandé, et l'EPC notamment, a insisté pour que soit inscrit noir sur blanc dans les textes de la résolution qu'il y a une demande d'alliance avec la démocratie chrétienne dès le départ. Ils ont demandé. 175, c'est pas après. Donc c'est un choix politique qu'ils ont fait. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. Mais il l'avait fait déjà avant, même sous l'unité populaire. Je pense que si on remontait plus loin, on verrait qu'y compris il y a eu des tractations du même type. La seule différence, quand même, c'est par rapport aux militants. C'est-à-dire que autant on peut critiquer les directions du PS, du PC, tout ce que l'on veut, mais pour les militants, la dictature faisait une différence entre ceux qui étaient adhérents à la démocratie chrétienne et ceux qui étaient adhérents au PS, au MIR, etc. Donc eux, ils voyaient la différence entre la droite et la gauche, hein, je peux vous assurer. Alors après, on peut dire la gauche qui représente n'est pas celle que je voudrais. Alors là, moi, je partage tout à fait cette opinion-là. Mais par contre, dans le cadre notamment des mobilisations sociales, il y a une chose qui est certaine, c'est que les militants du PS, du MAPU, du MIR et tout ce machin-là, eux se considéraient comme de gauche et luttaient, y compris, pour transformer la société. Après, on peut être d'accord ou pas avec les uns ou les autres, mais ça fait un cadre commun de volonté de transformer l'ordre des choses, et qui n'est pas automatiquement partagé par leur direction, et qui les a bien laissés tomber, puisque quand il y a eu la conférence de Berlin, je vous disais qu'il y avait la référence à la démocratie chrétienne, alors tout le monde savait à l'époque que la démocratie chrétienne avait soutenu le coup d'État depuis le début, c'est-à-dire ils l'ont soutenu, les Halloween. Hein? Ils sont participés au coup d'État. Non, je veux dire, c'est pas ils ne sont pas militaires, je veux dire, la démocratie chrétienne, en tant que telle, a soutenu le coup d'État, donc, je pense que le fait de faire un choix à cette époque-là, en 1975, de dire on va s'allier avec eux pour changer l'ordre des choses, ça en dit long sur le degré de trahison des directions qu'il y avait à l'époque, ça c'est très clair. Alors après, sur la stratégie de la dictature, on ne peut pas nier le fait qu'il y a eu une différence de traitement entre les négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement, notamment RAPA, et la démocratie chrétienne d'un côté, et puis une partie de la gauche, parce que la gauche aussi avait eu sa propre crise. Les débats sur la rénovation du Parti Socialiste et du MIR aussi d'ailleurs ont eu lieu en 73, 74, 75 même plus tôt. C'est-à-dire il y a eu un débat stratégique. C'est-à-dire pourquoi on a la dictature? Est-ce qu'on a été trop loin? Est-ce qu'on n'a pas été assez loin? Est-ce qu'il fallait faire alliance avec la droite? Est-ce qu'il ne fallait pas faire alliance avec la droite? Quelle droite? Etc. Et ce débat-là a fait une fracture au niveau du Parti Socialiste, mais en même temps, aussi bien au sein du MIR, il y a eu toute une série de départs à cette époque-là, avec des gens qui se réclamaient la rénovation, etc., qui voulaient dire il faut revenir sur la situation, sur nos actions antérieures, etc. Donc il y a eu tout un débat très dur, mais qui était porté par la répression elle-même. C'est-à-dire la répression, elle crée la démoralisation, mais en même temps parce qu'il y a eu une surestimation. Moi je me rappelle les camarades chiliens qui étaient sur place, qui étaient réfugiés en France, disaient que la dictature ne va pas durer. Elle va pas durer. Rapidement, il y a des travailleurs qui vont se soulever, entre grosso modo jusqu'à peu près
mi-74, c'était un peu ce qui a circulé sur pas mal de réfugiés, c'est-à-dire bah, elle va être balayée parce que le mouvement populaire qui a soutenu l'unité populaire ne pourra pas supporter longtemps la dictature. Sauf que ce n'est pas le cas. Et quand vous avez ça comme analyse politique, plus la répression derrière, vous tombez de haut. Et ça provoquait une démoralisation réelle dans les couches populaires et notamment dans les couches militantes. Et ça, il ne faut pas nier. Et c'est ce qui fait qu'y compris, il y a toute une série de gens qui sont accrochés à la transition pour dire bah, voilà, c'est mieux que rien. Voilà. Mais après, non, tout le monde le paye. C'est-à-dire que paye la manière dont elle s'est faite. Alors, après, sur la combativité des mouvements sociaux, moi je suis tout à fait d'accord. Les mouvements sociaux font la politique. C'est évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on participe à la vie sociale du pays ou de la vie de ce qu'on veut, on fait de la politique. C'est la définition même de la politique. Par contre, il y a une différence entre faire la politique et dire qu'on pose la question et du pouvoir et de l'État. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, les mouvements sociaux ne le posent pas. Mais le socialisme, on fait de la révolution. Non, non mais après, on fait la révolution. Non, mais on peut avoir un débat. On peut avoir un débat. On peut avoir un débat sur quel type d'issue il faut donner. Mais la question même de questionner le pouvoir, etc., ne se pose pas. Et c'est la plupart du temps, c'est comme ça. Alors là, il y a eu un changement avec le débat autour de la Constitution. Mais à la limite, on pourrait dire qu'ils sont arrêtés au milieu du gué. C'est pas la question que de la Constitution qui se pose. C'est la question de qu'est-ce qu'on fait du pouvoir, comment on organise le pouvoir. Mais on était au pouvoir, on sait que c'est le pouvoir. Non, mais je veux dire, comment on organise le pouvoir, c'est-à-dire quel type de pouvoir on veut, comment les mouvements sociaux s'expriment pour prendre les choses en main, mais pas les choses en main sur le terrain social uniquement, mais pour prendre des décisions politiques. Qui prend les décisions par rapport au service public, qui prend les décisions par rapport à la santé, etc. Et ça, c'est des questions politiques qui se posent. Mais le mouvement social, malheureusement, alors je dis, à part tout ce qu'on veut, il y a des militants qui en discutent, tout le monde discute de partout quand il y a une insurrection comme celle de 2019. Par contre, le fait de concrétiser ces réflexions-là en un projet politique, clairement, pour le dire, clairement anticapitaliste, au Chili, ces questions-là, c'est pas posé. Et c'est pas posé. La preuve, c'est qu'y compris une partie des gens qui étaient dans les mouvements sociaux en 2016 et en 2019 ont participé directement au Frente Amplio, ont participé à tout ce genre de choses, et qui, eux, se posaient pas la question d'un pouvoir autre que celui qui était dicté par les habitudes au niveau de l'État, c'est-à-dire que 2 chambres, etc., avec une élection, et entre-temps, la démocratie participative, comme on dit, ou la démocratie à la base, elle n'était pas soulevée. Par le Frente Amplio, jamais n'a soulevé ça. Jamais. Et c'est tout le problème qui se pose, je pense, par rapport au mouvement social, c'est le débouché politique pour ce mouvement-là, pour qu'il compte que quand il s'exprime dans les mobilisations, il continue à s'exprimer ensuite. Et ça, ces questions-là, malheureusement, pour moi, pour avoir vu ce que j'ai vu au Chili, en tout cas, c'est pas posé directement. Elle s'est posée par un transfert, par contre. Un transfert. C'est-à-dire que, grosso modo, on élit des gens qui vont décider de ce qu'il faut faire pour nous, pour notre propre compte. Et ça, c'est tout le problème. Avec, je vous dis, la crise du Covid, plus la crise économique qui a eu lieu, un état de démoralisation, il y avait de fortes chances que le référendum soit pas une réussite. Et il y a eu effectivement l'échec du référendum. Après, moi c'est mon point de vue là-dessus. Je pense qu'on ne sera peut-être pas tous d'accord sur ça, mais je pense que c'est... On n'est jamais tous d'accord. Hein? On n'est jamais tous d'accord. C'est très bien d'ailleurs. C'est très bien. C'est mal, et alors, je crois que c'est bon ça, tu m'as dit. Oui, il nous reste 10 minutes. Il y a peut-être d'autres gens. Il nous reste 10 minutes. Non, 5. Pourquoi il y a des trucs qui attendent dehors? Non, mais il faut les donner. Non. Ok. On n'a pas demandé. Ça marche. Ouais, est-ce qu'il On y a sera les enfants disciplinés. quelqu'un d'autre qui pourrait poser une question, une réflexion, mais courte, s'il vous plaît? Ouais. T'as 30 secondes. Là, derrière, il y a quelqu'un. Allô? Oui. Ouais. Voilà, je voulais poser une question. Disons, en fait, je voulais aller dans les sens du camarade Arenas, qui a dit que
que le Parti socialiste était complice, une partie du néolibéralisme. En fait, il y a une preuve, c'est qu'il y a un dénommé Insulza, qui était ministre des Relations extérieures de la concertation, qui était socialiste, qui est allé chercher Pinochet quand il était emprisonné à Londres. Et c'est pour ça qu'il a été libéré. Et voilà. Et je pense, comme les camarades, comme vous, en fait, que c'est très difficile que les mouvements populaires donnent une issue politique. Mais il y a des exceptions, disons, notamment en Espagne, avec le mouvement M15, disons, des indignados, qui a donné Podemos, mais qui a participé au gouvernement. Mais ça, c'est une autre question. Mais c'est une vraie problématique, en fait. Merci. Des mots de la fin? Merci. Bon, s'il n'y a pas de... Merci de votre présence. Si quelqu'un voudra avoir les livres de Patrick Gududa et Pierre Moutarde, vous pouvez vous inscrire et nous on fait le nécessaire pour là-bas et après on vous contacte. Ça coûte quand même 33 €. Hein, et c'est pas un fait de Patrick, c'est. Oui, lui, pour rien. C'est pas un prix des poches. Donc, une deuxième annonce. L'éditeur, c'est Une deuxième annonce. Les prochains 23 février, au Théâtre Aleph, il y aura une troupe chilienne qui présentera une pièce de théâtre, une performance qui s'appelle Aquí están, que c'est un travail sur la question des disparus. C'est une pièce en espagnol, pour ceux qui... Et c'est à 18h ou à 20h au Théâtre Aleph, Ivry. Les prochains 23 février. Mais où c'est où? Théâtre Aleph. C'est à Paris. Ivry. C'est Ivry, hein, c'est Ivry. De la gare. Ouais. Donc si tu veux plus d'informations, tu nous dis et je t'envoie les coordonnées, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Bravo, et bravo. bonne journée.